La Guinée à la une de l'actualité ce soir, un coup d'État contre le président Alpha Condé, la crise du système éducatif avec la fermeture du lycée Philippe Zenda Kaboré. On en parle dans un face-à-face entre les représentants du syndicat de l'éducation et du ministère. Et puis, il sera question de l'effondrement d'une dalle d'un chantier à l'université Norbert Zongo de Koudougou. Retour sur des images qui choquent. Jonathan Ilboudo est aux commandes de l'équipe dimanche ce soir. Bonsoir et bienvenue à tous. Des invités donc ce soir, notre consultant en communication et analyse, Idriss Ouedraogo. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes spécialiste en communication politique. Désiré Traoré, ancien député maire de Solenzo et président du comité d'organisation du congrès du PUR, les progressistes unis pour le renouveau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et juste après vous, on recevra deux invités pour un face-à-face. Il sera question de la crise du système éducatif avec la fermeture du lycée Philippe Zenda Kaboré. Marguerite Tougouma de la FSINTEL, la Fédération des syndicats nationaux de l'éducation et de la recherche, et Évariste Milogo, proviseur du lycée technique Aboubakar Sangoulé Lamizana. Voici donc pour les invités de ce soir. Tout de suite, le journal du dimanche. C'est bien sûr l'actualité de ce dimanche, la dissolution de la Constitution et du gouvernement. Le président Alpha Condé subit un coup d'État mené par le colonel Mamadi Doumbouya, le chef des forces spéciales de Guinée. Ses premières déclarations, on suit tout de suite. L'instrumentalisation de la justice, le piétinement des droits des citoyens, l'irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l'administration publique, la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémique ont émené l'armée républicaine de Guinée à travers le Comité national du rassemblement et du développement, CNRD, à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain de Guinée et dans sa totalité. Nous avons décidé ainsi, après avoir pris le président qui est actuellement avec nous en vigueur, de dissoudre les institutions. Nous avons décidé aussi de dissoudre le gouvernement et la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Nous appelons nos frères d'armes à l'unité afin de répondre aux aspirations légitimes du peuple de Guinée. Nous les invitons également chacun, à ce qui le concerne, de rester dans les casernes et continuer leurs activités régaliennes. On ne va pas reprendre les erreurs du passé. Nous allons nous concentrer sur... Merci. La motivation de toute l'armée guinéenne, si j'ose dire, est juste de rassembler les gens. Et surtout de rassembler tous les Guinéens, car sans rassemblement, nous voyons bien sûr que ça ne va pas. Parce que tout le monde vit de son côté, on diabolise l'autre, mais si on est rassemblé, on cherche à mieux se connaître l'autre, je pense que ce pays a tout à gagner dedans. Et je pense très fort à la diaspora parce que la diaspora a une expérience à l'étranger qui pourra vraiment apporter dans le pays. Et ça, c'est un appel que je fais à la diaspora et à tous les Guinéens de l'étranger, surtout de la Guinée, de venir tous ensemble, qu'on se concerte. Et c'est sérieux cette fois-ci, parce que nous avons fait beaucoup d'erreurs dans le passé. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il est temps pour nous de mettre tous nos égos à côté, de penser au pays, parce que le pays a mal. Et je pense qu'il y a beaucoup de blessures qu'il faut soigner, qu'il faut réconcilier les Guinéens, qu'on puisse commencer à vivre ensemble et que nos enfants puissent se connaître, aller dans les mêmes écoles et qu'on puisse bien sûr personnaliser la politique parce que la personnalisation de la politique nous a amené qui est dans le chaos. Donc la motivation vraiment des forces spéciales et de l'armée guinéenne
Ce n'est pas pour rigoler ou blaguer avec le pouvoir, c'est de faire du sérieux pour qu'on puisse vraiment construire ce pays-là parce qu'il en attend besoin. Beaucoup besoin de la reconstruction, de la réconciliation et aussi de la reconstruction. La Guinée où la situation reste confuse. Idriss Ouedraogo, spécialiste en communication politique. Bonsoir Idriss. Bonsoir. Ce coup d'État, c'est surprenant ou on le sentait venir? Non, ce n'est pas surprenant. J'allais dire ce n'est surprenant nulle part dans la mesure où le fait politique est inhérent au coup de force, que ce soit par astuce politique, que ce soit par basculement de l'électorat ou de l'opinion publique. Il faut gérer le pouvoir et on gère le pouvoir en tenant compte du fait qu'on n'est pas que les seuls acteurs. Principalement, les forces armées constituent dans un pays une des forces qui permet de faire la balance des pouvoirs. Donc, par principe, ce serait un peu innocent de dire qu'on ne s'attend pas à un coup de force. Dans la gestion du pays, dans le mandat qu'on a avec les populations, on a également le mandat de faire en sorte que l'armée contribue. Et elle fait partie d'une des forces avec lesquelles il faut tenir compte. Maintenant, pour le cas particulier de la Guinée, quand même, il y avait depuis à peu près une décennie beaucoup de raisons de remise en cause. Et l'histoire récente de la Guinée aussi prédispose un peu à s'attendre à ce qu'il y ait des incertitudes. Le troisième mandat notamment? Oui, entre autres. Mais ce n'est pas que le seul troisième mandat de la sous-région. C'est vrai que pour les derniers développements, justement, on sentait venir ce push parce qu'on a dit du côté de la Guinée que le colonel était déjà dans une situation conflictuelle justement avec l'autorité. Oui, c'est ce qui revenait. Déjà, c'est une force assez forte qu'il détenait, apparemment pas en termes d'effectifs, mais en termes d'efficacité sur le terrain. Il a fini par son profil à être appelé auprès de la Guinée, sa patrie d'origine. Il a ensuite, au niveau opérationnel et stratégique, ayant dans son unité une capacité de renseignement, il avait réussi à être l'une des forces les plus redoutées. À partir de ce moment, il semble de ce qui revient qu'il y a eu des questions de leadership avec le ministre de la Défense et même des autres chefs supérieurs. Voilà, donc oui, il semble avoir eu quand même une question d'ambition. Il était soupçonné depuis quelque temps. Il y a 3 mois environ, je pense qu'il secourait la velléité d'un coup d'État. Ça a été étouffé. Et il y a une semaine, il secourait aussi, en Guinée en tout cas, la probabilité de son arrestation. Donc, bien entendu, il y avait déjà des tensions politico-militaires ou militaro-politiques qui faisaient présager d'un dénouement un peu par un coup de force. J'allais dire que le camp qu'il occupe avec son unité spécialiste, ses forces spéciales, ont une localisation de ce qui nous revient en tout cas pas très loin du palais et qui commençait à gêner. Il me semble que pour basculer, je parle au conditionnel parce que ce n'est pas un sujet qu'on aborde de tous les jours, mais le renseignement a permis tout de suite avec des personnes qui sont sur le terrain de comprendre qu'effectivement, il y avait cette contradiction assez forte au point où une autre unité de force spéciale a été créée. Ils sont en train de se préparer à remonter en force avec un peu pour mission de protéger maintenant le pouvoir. Et on avait demandé à cette force spéciale dirigée par le lieutenant-colonel de se délocaliser à l'intérieur du pays. Apparemment, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et puis bon, ce qui devait arriver. Arrive, la goutte d'eau justement. Mais au-delà de cette goutte, comme on l'a dit, c'est un ensemble de faits. On sait que de plus en plus aussi, il y a une sorte de désaffection vis-à-vis de la démocratie et une sorte de séduction des régimes, en guillemets, d'exception. On l'a vu dans les rues de Conakry et à l'intérieur du pays également que ce coup de force semble avoir l'adhésion de la population. Oui, c'est du réalisme politique. Au-delà de toutes les théories, au-delà de toutes les idéologies, y compris l'approche démocratique, la vérité est qu'il y a une forme de pré-idéologie. Il y a des principes qui existent
avant l'idéologie. Donc, quel que soit votre bilan, quelle que soit la promotion de la démocratie ou votre attachement à la Constitution, aux élections, les peuples duquel tire l'essentiel du pouvoir, ou en tout cas, chacun se prévaut de sa légitimité et de sa légalité de ce peuple-là, le peuple ne suit pas forcément les schémas proposés. Et la preuve en est là. La preuve en est un peu plus loin avec le Mali, un peu plus loin avec la Guinée, plutôt avec le Tchad. Mais disons-nous la vérité. L'essentiel des personnalités qui sont devenues les modèles de la jeunesse africaine ont usé de coups d'État. Quand vous prenez Samora Machel, quand vous prenez Kagame, quand vous prenez un peu partout, tous ceux, Rawlings, Thomas Sankara, le coup de force est dans l'inconscient collectif. Parce que dans l'inconscient collectif, ce ne sont pas les discours, les textes de loi, mais c'est les réalités et la capacité d'offrir un avenir. Et voilà, donc face à cela, il y a comme une ingratitude ou une instabilité des peuples, mais la vérité c'est que, à la limite, on ne tient pas compte de l'origine du pouvoir. Est-ce qu'il satisfait? Est-ce que justement la gouvernance telle que vécue par nos États, justement le comportement des acteurs politiques, de ceux qui dirigent, n'est pas en train justement de légitimer ces coups d'État jugés par certains comme salvateurs? Absolument. Coup d'État, diront certains. Bon, qu'on le veuille ou pas, c'est pourquoi je préfère parler de réalisme politique ou de réalisme de la vie. Vous savez que la différence de définition de l'histoire des peuples là, en général, du point de vue de la grande population, c'est la succession d'événements, la profondeur des faits historiques. Non. Du point de vue de l'histoire, c'est les mouvements sociaux qui définissent qu'un peuple a une histoire ou pas. Le travail essentiel de Cheikh Anta Diop, entériné ou appuyé, ou en tout cas à foison par Kizerbo et d'autres personnes, ont consisté à dire, entre l'Égypte antique et les civilisations africaines actuelles, c'est un ensemble de mouvements sociaux, d'où la nécessité de définir la civilisation africaine avec la notion d'histoire. Alors, ce serait utopique, ce serait même, j'allais dire, puéril, de penser nos sociétés sans le rapport de force. C'est le rapport de force et son dénouement qui constituent l'histoire. Et Dieu seul sait qu'auraient été aujourd'hui les pouvoirs dans différents pays, je prends le cas du Burkina, sans les éléments de coup de force régulièrement dans notre histoire. Et ceux qui sont au pouvoir sont obligés de se maintenir au pouvoir, y compris par la force. Donc, en fait, ce n'est pas des donnes nouvelles. Et j'allais dire qu'on est distrait de cette question-là, seulement du fait que c'est de la stratégie que de délégitimiser, si on peut le dire, c'est d'enlever la légitimité à ces actions-là pour que ceux qui sont au pouvoir soient forts. Et donc, comme vous le dites, aujourd'hui, les populations sont en train de montrer à tous les dirigeants, vous êtes venus par les élections, c'est bon. Vous êtes là conformément aux constitutions, c'est bon. Oui, vous avez toute la légitimité ou la légalité, mais notre satisfaction reste le seul critère valable. Alors, Désiré Traoré, vous êtes ancien député maire de Solonzo, vous êtes membre du Haut Conseil stratégique du PUR, les progressistes unis pour le renouveau. On suppose que derrière, si vous voulez un renouveau, c'est que la gouvernance semble vous poser aussi problème. C'est une question générale aujourd'hui pour tous les États, notamment de la sous-région ouest africaine, hein, où ces velléités reviennent permanemment de coups d'État. Ça veut dire que la gouvernance est en crise. Bien sûr, vraiment, je félicite vraiment le frère pour l'analyse et je vous remercie aussi pour cette invitation. Effectivement, si vous voyez un peu tout ce qui se passe dans notre région, c'est la malgouvernance. Voilà. Donc, votre analyse a bien campé vraiment le sujet. Et c'est de ça, actuellement, qu'est le sujet. Si vous prenez un peu le Tchad, il a parlé du Tchad, il a parlé de la Guinée. Actuellement, nous vivons la situation du Mali et même la Côte d'Ivoire. Et notre frère, il a échappé de près. Donc, c'est un peu ça.
nous insistons à ce que nous assistons à ce qu'on appelle le syndrome de troisième mandat. En réalité, et qui est un peu le mal-gouvernance. Donc, d'où la notion de renouveau à oui, votre au PUR nouveau. qui est cher, vraiment, nous sommes en train d'organiser tous les jeunes là pour que vraiment on fasse vraiment le renouveau. Pour vous, ce renouveau, ça va être quoi? L'avènement de nouvelles figures politiques et un changement dans la pratique de la politique, de la gouvernance? Le frère est en train de sourire, mais nous pensons en tout cas qu'il est temps que la vieille classe là, et nous sommes à l'intermédiaire, hein, nous sommes en train de faire monter vraiment les jeunes. Et il est vraiment opportun que l'on laisse maintenant la place, parce que ça fait vraiment près de 30 ans, nous sommes là, avec nos guéguets là, et on se rend compte qu'il n'y a pas de résultat. Donc, il faut vraiment qu'on prépare très bien sérieusement la relève. La relève. Idriss, c'est aujourd'hui aussi révélateur d'une autre situation en termes d'analyse, de leçons à tirer, c'est que être élu démocratiquement, ce n'est plus une assurance. Ah oui, bon, de toutes les manières, avant les élections, quand on prend notre histoire proche précoloniale, ce n'était pas par élection. Mais on savait quand même qu'il y avait des contradictions. Je pense que, j'allais le dire, hein, il y a dans notre hymne national un point qui est négligé ou mal compris. Quand on dit en une seule nuit, nous sommes réconciliés avec l'histoire de toute l'humanité en quelque sorte, c'est de comprendre qu'on doit se brancher à la marche normale du monde. La marche normale du monde, c'est que c'est un conflit de pouvoir, un test qui l'emporte. Alors, non, il ne faut pas rêver aujourd'hui. La démocratie, il faut avoir la lucidité de dire c'est un système auquel nous ne sommes pas fondés, nous ne l'avons pas choisi. Nous le considérons comme les autres peuples, comme la moins mauvaise le moins mauvais des systèmes de gouvernance. Et dès qu'il est moins mauvais, dès qu'il a une part d'incertitude, il faudra que les dirigeants le comprennent déjà et ne se reposent pas sur le fait de leur légitimité. Voilà. Ce n'est plus suffisant. Ce n'est pas du tout suffisant. À la vérité, aucun programme de gouvernement ne se propose à l'élection en disant parce que je suis légitime, élisez-moi. On vient avec un programme de société à même de satisfaire les attentes. Oui, mais la réalité, justement, c'est que, comme on l'a dit, c'est aussi les limites de la démocratie en Afrique, disons bien sûr, parce qu'il y a des programmes, peut-être, mais est-ce qu'on est élu sur la base de ces programmes? La preuve, ceux qui ont voté Alpha Condé, justement, qui ont crié victoire quand il a été réélu pour son 3e mandat, ce sont les mêmes aujourd'hui, certainement, qui manifestent dans les rues de Conakry. Je reviens toujours à l'essentiel. À la limite, la manière de venir au pouvoir n'est pas le plus important. La preuve, c'est que Thomas Sankara n'est pas venu par les élections. Mais il reste aujourd'hui l'une des références, pas des jeunes, de la jeunesse burkinabé, pas de la population burkinabé, mais il traverse les générations, il traverse les continents. Alors, ce n'est pas la manière ou la légitimité. Comme on dit, c'était un pouvoir du peuple. Oui, c'était un régime d'exception. Il n'était pas dans la loi, mais à la limite, il a satisfait le maximum de Burkinabés. Donc, je vais dire, il faut sortir de ces schémas. Si on a ensemble consensuellement décidé de venir par les élections, au fort intérieur de chaque dirigeant, qu'il soit président, ministre, directeur ou engagé dans un parti politique, c'est de savoir que le juge ultime, c'est la satisfaction du peuple. D'où la nécessité, par exemple, de faire usage d'une bonne communication politique. Il faut éviter d'accumuler les erreurs en pensant qu'on est légitime et ça suffit. Tout à fait. Pas suffisant, justement. En tout cas, on attendra de voir dans les jours à venir comment vont se comporter ces militaires qui viennent de prendre le pouvoir du côté de la Guinée avec, justement, le colonel Mamadi Doumbouya. On verra, justement, comment les choses vont se préciser en termes d'organisation pour une transition, parce que le défi, c'est aussi cela. Le Mali est en transition, la Guinée, donc, certainement, peut-être sera en transition, mais le défi, il est aussi là. Ce n'est pas de prendre le pouvoir pour mettre fin
un régime qu'on estime n'est pas sur la bonne voie, n'est pas avec le peuple, mais c'est aussi, quand on prend le pouvoir, c'est aussi comment on fait pour redresser le pays, pour remettre le pays sur les rails, justement, du développement, pour faire en sorte que ceux qui vont venir après soient avec le peuple, justement. C'est tout le défi. Effectivement. Un jeune sous-officier nous disait que prendre le pouvoir n'est pas le plus difficile, c'est de pouvoir le maintenir, le gérer. Et vous vous rendez compte que depuis la tentative de Aya Sanogo à aujourd'hui, les destins de ces putschistes sont différents. Ça veut dire que même dans la mentalité, même au niveau des relations internationales, le rapport diplomatique, l'appréciation ou la gestion de ces coups d'État commence à évoluer. Vous savez que, vous remarquez que le putschiste, le lieutenant-colonel, est revenu assez régulièrement sur le fait qu'on a commis des erreurs. On ne va pas reprendre les erreurs commises dans le passé. Il y a comme un modus operandi qui permet à tout putschiste aujourd'hui de savoir quels sont les leviers sur lesquels il faut s'appuyer pour aller plus loin. Il y a eu l'exemple de Dadis Camara, justement. Oui, mais c'est comme des générations de coups d'État. Et quand vous regardez le profil du lieutenant-colonel qui arrive au pouvoir, il est quand même bardé de formation, il a comme la tête. Bon, on verra, mais il est opérationnel, il a des relations. Et je crois savoir qu'il doit avoir la double nationalité. Voilà, avec une épouse française. Ce n'est pas évident qu'il ait des problèmes à l'international. Parce que son expérience sur les champs de bataille, comme l'Afghanistan, Djibouti, Centrafrique, l'ont formé à savoir l'accointance qu'il y a entre le pouvoir et les hommes politiques, notamment les réseaux internationaux. Donc oui, apparemment ce serait difficile, mais Alpha Condé a quand même il a cassé beaucoup d'œufs en allant. Et de toutes les manières, s'il est au frais, ils trouveront des moyens constitutionnels ou des astuces, en tout cas, pour prendre en bonne et due forme la place. Il ne faut pas oublier qu'il a la chance de ne pas réveiller comme des soupçons de guerre ethnique. Ça aurait été quelqu'un d'une autre région, d'une autre ethnie qui prenait le pouvoir. Je prends le cas de l'opposition avec la zone Peul. Ça allait encore soulever des suspicions, mais il s'est mis à l'abri de quelques situations. Maintenant, si on n'a pas le choix, presque tout le monde va finir par... En tout cas, il dit avoir la confiance de toute l'armée. On attendra de voir, comme je l'ai dit, dans les jours et semaines à venir. Merci, Idriss. Oui, mais il faut préciser qu'il n'y a pratiquement pas eu de combat. Tout à fait. Ce n'est que la prise du palais et après, donc ça pousse à croire qu'effectivement l'armée est consentante. Merci Idriss. On reviendra au cours de la semaine sur cette actualité guinéenne. Oui, Monsieur Traoré, le PUR, justement, qui prône le renouveau, forcément par les urnes, n'est-ce pas? Bien sûr. D'accord. Et dans ce sens, vous êtes en pleine préparation de votre congrès extraordinaire pour les 7 et 8 octobre, c'est bien ça? Bien sûr. Et là, cette semaine, vous étiez en conférence de presse, vous êtes exprimé sur un certain nombre de sujets de l'heure. Pour ce congrès, pour lancer la machine des futures échéances électorales, c'est bien ça? Effectivement, nous avons fait notre conférence de presse hier. Et nous avons annoncé que nous allons aller en congrès le mois prochain, 7-8. Effectivement, nous allons revoir tout ce qui est l'attelage. Et puis, nous allons remettre à plat nos textes parce qu'on est né depuis 2018. Ça fait maintenant près de 2 ans, 3 ans. Nous allons effectivement revoir tous nos statuts, les règlements intérieurs. Et il y a jusqu'à 3 rapports que nous allons adopter. Il y a un rapport général, il y a un rapport sur la situation générale. Et puis nous allons apprécier aussi l'élection de 2020. Voilà, exactement. C'est un échec quand même pour vous, 2020. M. Guébry, ce n'est pas un échec. Parce qu'un parti qui est né il y a 2 ans, et c'était vraiment une tentative. Et nous sommes allés aux élections avec vraiment des objectifs. Bon, nous n'avons pas atteint ces objectifs, mais nous avons fait vraiment des analyses
Et c'est consigné dans notre rapport que nous allons examiner. Ce n'est pas un échec. Nous pensons que nous allons rebondir à ce congrès. Rebondir dans la perspective des municipales. Des municipales qui viennent, parce que, bon, je ne vais pas vous révéler, mais nous contrôlons, et quand bien même nous venons d'horizons diverses, nous contrôlons près de 3 ou 4 mairies, sans être même... Vous n'êtes pas encore... Exactement, voilà. Sur quelle base? C'est ça, non, mais bon, ça c'est la stratégie interne du parti. Voilà, donc c'est de tout cela que nous allons vraiment échanger lors du congrès à venir. Voilà. Vous êtes quelque part des dissidents de l'UNUPS. L'UNUPS est en pleine dynamique de fusion avec le MPS et d'autres partis progressistes, sankaristes. Est-ce que ça vous intéresserait, cette fusion? Non, Gabriel, quand vous dites ça, ça me fait un peu mal au cœur, parce qu'effectivement, nous ne sommes pas dissidents. Le PUR n'est pas né d'une scission de l'UNIPS. Vous étiez à l'UNIPS? Non, oui, moi j'étais à l'UNIPS. Alexandre Sankara également? Oui, également, mais le député Nama, non. Nous avons des camarades qui sont venus d'ailleurs. Donc nous refusons ce fait réducteur-là qui dit que nous sommes nés d'une scission de l'UNI. Non, parce qu'on a mûri vraiment notre business, comme on le dit. Ah, c'est un business. Voilà, non, nous avons notre affaire, quoi. C'est en anglais. Voilà, nous avons mûri un peu cette affaire-là avant vraiment de décrocher un peu de partout. Sans vous le cacher, il y a des gens du MPP, société civile, UNIR, d'autres partis. Voilà. Donc, mais les regroupements qu'ils sont en train de faire là, sincèrement, nous estimons que, en tout cas, si c'est bien fait... Vous êtes un parti progressiste, non? Nous sommes un parti progressiste. Sankariste aussi, d'obédience? Bon, il y a des sankaristes dedans, il y a des progressistes dedans. C'est ce que je dis, ce n'est pas une institution de l'UNIPS. Maintenant, si les négociations sont bien menées, il n'y a pas de problème. Nous sommes ensemble, on est plus fort. Oui, bien sûr. Pour constituer une force alternative, exactement. Il faut être plus fort. Exactement. Mais l'expérience a montré que ça fait près de 20 ans que nous sommes dans cette histoire. Hein. Voilà, de fusion et de désunion. Ça fait longtemps que nous sommes dans ça. Et nous pensons que si c'est bien mené, on peut s'entendre. Mais il faut vraiment que ça soit l'attelage soit bien ficelé et nous allons... En attendant, vous n'êtes pas dans cette approche? Oui, on a été approché. Bon, on a le Haut Conseil stratégique, comme vous l'avez dit un peu tantôt, et on a apprécié un peu la démarche, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas vu vraiment de grands signaux. Voilà. Peut-être que le congrès sera déterminant. Voilà, le congrès qui va venir, et effectivement, c'est sur un point, c'est-à-dire qu'il y a un rapport même sur un peu les, comment dirais-je là, pour voir un peu comment il faut... Les alliances? Voilà, voir un peu les alliances, les fusions et autres. Sinon, vraiment, on est sollicité de toutes parts. Ah voilà. Oui. Bien sûr. Parce que vous constituez une force alternative. Non, mais bon, il faut observer en tout cas les acteurs qui sont à l'intérieur du PUR. Voilà. Et le renouveau, certainement, vous en rêvez. Mais déjà, comment, au niveau du PUR, on apprécie la gouvernance de façon générale? On a vu lors de votre conférence de presse, vous avez quand même été quelque peu dur sur certaines thématiques, notamment ce qui s'est passé, le drame à Koudougou, à l'université de Koudougou. Bien sûr. Ce sont des situations quand même sur lesquelles vous avez votre opinion. Bien sûr, bon, nous avons vraiment été clairs. Et j'ai apprécié en tout cas la visite du président de l'ARCOP à Koudougou pour aller voir et sur le chantier ce qui s'est passé. Pour vous, il faut sanctionner? Non, mais sincèrement, Gabriel, c'est un drame que nous vivons actuellement. Parce qu'actuellement, tous les chantiers, quand vous rentrez dans les chantiers sont mal menés. Et nous avons dit qu'il faut vraiment, quand on s'assied, on essaie de voir exactement au niveau des marchés publics. Parce que le critère le moins disant là, il faut qu'on revoie un peu ce mécanisme-là pour voir clair. Ça peut être l'une des causes de ces situations. Non, mais c'est vraiment, c'est assez sérieux. Vous voyez que ça pourrait même, si vous partez, vous voyez que nous sommes assis ici sur ce bâtiment. Vous voyez, quand vous rentrez dans un bâtiment, les gens auront la hantise
de rentrer dans un bâtiment public. Donc, les sociétés actuellement là doivent être choses. Bon, nous, on a discuté avec un certain nombre de personnes. Hein. Quand ils parlent, on dit que le fait de 10 n'est plus le fait de 10. Le fait de 8 n'est plus le fait de 8. Il faut revoir tout ça. Non, Même les fabricants, etc. Les normes. Bon. C'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, le ministère du Commerce a procédé à un contrôle. Et effectivement, il y a cette réalité qui est qu'il y a des faits de mauvaise qualité sur le marché. On aille le contrôle se fait sur toute la ligne. C'est là toute la difficulté. Vous êtes la majorité présidentielle. Vous êtes quelque part aussi co-responsable de cette situation. Oui, mais mais l'abîme est très profond. Hein. Bon, nous voulons qu'on aille au-delà. Sincèrement, il y a des entrepreneurs qui sont là, qui portent ce nom pour rien. Ce n'est pas des entrepreneurs. Un petit commerçant, de jour au lendemain, il se transforme. Il devient entrepreneur BTP. Bon, je prends l'exemple que je vis actuellement de la route Kondougou-Solenzo. On me dit, il y a un entrepreneur qui a pris la route là à 13 milliards. Une route de près de 70 km. Et les techniciens disent qu'à ce prix, il ne peut pas faire la route. Il était le moins 10 ans où il a attribué le marché. Ils peinent à exécuter. Nous sommes en train d'aller vers un avenant de 3 milliards. Vous vous rendez compte? Et même les techniciens disent, avec cet avenant de 3 milliards, il ne pourra pas. Vous vous rendez compte? Ça, c'est grave, ça. Oui, bien sûr. Donc, c'est de ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on sévisse. Et quand j'étais au Trésor, je suis inspecteur du Trésor, quand j'étais au Trésor, il y avait vraiment un mécanisme là qui contrôlait ces sociétés. Quand l'entrepreneur est défaillant, il est sur une liste, cet entrepreneur-là est déclassé. Donc, il ne faut plus qu'on aille un peu dans le moins 10 ans ou autre. Il faut regarder effectivement sérieusement le dossier. C'est très important. Il faut beaucoup plus de rigueur. Exactement. Sur toute la ligne de la commande publique. Vous voyez qu'on a vu une école qui s'est effondrée sur les enfants, on a vu la situation de Koudgou, mais ça allait être plus dramatique que cela si c'était réceptionné. Si c'était réceptionné. En tout cas, ce sont des situations assez déplorables qui posent aussi un problème de gouvernance, de rigueur dans la gouvernance aussi. Au niveau du PUR, ce sont des questions qui vous intéressent. Le Congrès sera aussi l'occasion justement de parler de la situation de la nation, c'est bien ça? Bien sûr. On a apprécié la sortie des deux ministres, le ministre de la Sécurité et le ministre de la Défense, sur leur vision holistique de ce que nous vivons actuellement. Et nous osons croire que dans les jours à venir, en tout cas, sinon, actuellement, la situation est très sérieuse. Très sérieuse. Voilà. En tout cas, au niveau du PUR, vous êtes dans la réflexion pour des propositions aussi dans le cadre donc, de cette situation sécuritaire. Les congrès, je rappelle, c'est pour les 7 et 8 octobre prochains. Bien sûr, bien sûr. Merci d'être passé dans le 7 Info ce soir. Merci bien, M. Guébry. Vous restez avec nous pour parler toujours de peut-être politique, mais pas vraiment. Ce n'est pas encore en tout cas un parti politique, mais serait-elle sur la voie? La structure citoyenne du renouveau du ministre du Commerce Aruna Kaboré devient désormais le mouvement endogène. Endogène, c'est la nouvelle dénomination du mouvement citoyen de renouveau dirigé par Aruna Kaboré. Ce nouveau nom est dévoilé à la presse nationale après 3 années d'activité. Aruna Kaboré et son équipe ont baptisé leur association ainsi après avoir dégagé les forces et les faiblesses, mais aussi l'apport que celle-ci pourrait avoir dans la construction d'une nation et d'un État plus fort, comptant sur ses forces vives. Aucune nation ne s'est développée sans compter sur ses propres forces. Aucune. Tous les développements ont été des développements endogènes. En nous fondant sur nos forces, nos valeurs, notre histoire, nos intellectuels, nos chercheurs, nos paysans, nos ouvriers, nos commerçants, nos artisans, nos artistes, nos fonctionnaires, nos forces de défense et de sécurité. Pour créer ces actions de conscientisation et fédérer plus les énergies tout en mobilisant les Burkinabés, le mouvement endogène prend l'exemple des Voltaïques en 1932 qui avait vu l'actuel Burkina Faso partitionné et partagé
par ses pays voisins, mais récupéré 15 ans après grâce à la bravoure et la résilience du peuple du Faso. Le 4 septembre 2021 marque donc le 74e anniversaire de la reconstitution de la Haute-Volta. Nous sommes un peu brésiliens. Nous avons déjà connu l'adversité par le passé, de 32 à 47, où notre pays a failli ne pas exister. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous pensons que c'est un bon repère pour continuer à nous battre, pour exister et pour créer davantage donc, de prospérité économique et sociale pour les populations laborieuses. Dans cette situation, il est clair que notre mouvement, avec les valeurs qu'il défend, avec l'ambition que nous portons, nous sommes associés au quotidien, chacun là où il est, au combat. Le combat, ce mouvement citoyen compte le mener avec des stratégies bien définies pendant les 5 années à venir, mais également mettre beaucoup plus en lumière cette date aussi importante que celle déjà arrêtée. Pour l'heure, Aruna Kaboré et son équipe misent sur les défis du moment, la cohésion sociale qui est en mal, avec notamment les derniers événements survenus à Balo et l'insécurité. Les questions de stigmatisation, les questions de repli identitaire, les questions de vivre ensemble. Et lorsque vous parlez de ces préoccupations, il est clair que c'est parce que vous avez en mémoire ce que cela cause comme problème, ce que cela crée comme désordre, ce que cela amène, ou lorsqu'il y a la stigmatisation, lorsque nous ne construisons pas l'état de droit, il existe souvent donc de la justice privée, il existe souvent donc des actions que les gens mènent ça et là pour se rendre justice. Endogène n'est pour le moment pas un parti politique, mais le rêve pour en faire un n'est pas exclu, évoque dans un récit allégorique les premiers responsables. Cette sortie médiatique annonce donc la rentrée citoyenne du mouvement. Plusieurs activités pour apporter une plus-value à ces ambitions sont en cours, dont des panels, des projections cinématographiques jusqu'au 5 septembre au siège du mouvement et dans les 12 autres régions du pays. La crise du système éducatif à présent avec le cas emblématique du lycée Philippe Zenda Kaboré fermé par le gouvernement pour cette rentrée scolaire. Le personnel était face à la presse cette semaine. Il parle de mensonges dans les propos de l'autorité. Alors que les élèves du lycée Philippe Zenda Kaboré continuent de se faire enregistrer pour réintégrer d'autres établissements à Ouagadougou, Karim Toussakoué, le délégué du personnel du lycée Zenda Kaboré, rejette en bloc tous les arguments du gouvernement ayant concouru à la fermeture du lycée. Le département de Stanislas Ouaro avait évoqué comme raison la réduction de la distance parcourue par les élèves ou encore le saccage des tables bancs et le matériel informatique pour fermer l'établissement. Un argument qui ne tient pas et ne convainc pas. Le personnel parle alors de mensonges. Il y a eu des mensonges. On a donné par exemple le cas, les données. Le lycée n'a plus de mémoire. Le lycée n'a plus de serveur. Côté personnel, côté élève. Et le 27, on nous présente des données pour faire le bilan de l'année scolaire. Ces données-là étaient où? Ces données étaient où? Les élèves ont cassé tous les bureaux des professeurs. Le 14, vendredi 14 mai, moi j'étais en classe de terminale D8. La table du professeur était là. La chaise du professeur était là. Mais on est étonné que le 18 ou le 19, le ministre nous dit que non, tous les bureaux des professeurs ont été saccagés par les élèves. Ça, c'est faux. Le personnel du Zenda est estimé à près de 300. C'est encore des cas sociaux que le gouvernement crée. Parmi eux se trouvent des contractuels selon les conférenciers. À côté, le proviseur du lycée Alexis Kielem, qualifié de l'homme de main du ministre Ouaro par les enseignants, serait l'instigateur de tous ces derniers événements. À lui seul, il peut décider de tout et ne tolère aucune critique de son action. Le véritable, en tout cas, acteur de la situation qu'on a là, c'est monsieur le proviseur qui ne dit pas la vérité à monsieur le ministre. Les enseignants, suite à cette mesure, seront aussi affectés dans d'autres lycées. Une décision qui n'est pas bien accueillie par ces enseignants car estiment qu'ils sont à 15 jours avant la rentrée administrative. L'un dans l'autre, le personnel évoque la gravité liée à cette décision et puis il parle de catastrophe en ce qui concerne le redéploiement des élèves dans les autres lycées. Ce redéploiement-là va permettre aux élèves de raccourcir les distances. Nous voyons que ça ne tient pas. On enlève un élève au lycée Zenda, qu'on affecte
au lycée Paspanga. C'est un mur qui sépare le lycée Zenda et le lycée Paspanga. En termes de distance, cet élève-là gagne quoi? Ou encore un élève qu'on enlève du lycée Zenda et on affecte au Nelson. La distance entre Nelson et puis le Zenda, ça fait combien? Donc, c'est le déploiement en une catastrophe. Le personnel du Zenda reconnaît tout de même que les élèves ont vandalisé l'établissement, mais les enquêtes ont révélé que les individus ayant causé ces actes ne sont pas du lycée. Alors, il demande au gouvernement de reconsidérer sa position, car y persister signifie que les autorités n'ont aucune considération pour l'éducation burkinabé, ont-ils précisé. Sur ce plateau, deux invités avec moi, Marguerite Tougma, membre du bureau de la FSINTEL, la Fédération des syndicats nationaux de l'éducation et de la recherche. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Avec nous également, Évariste Milogo, proviseur du lycée technique national général Aboubakar Sangouli Lamizana. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Guibré. Oui, M. Milogo, vous l'avez entendu dans cet élément du personnel du lycée Philippe Zenda à Kabouré. On parle déjà de redéploiement qui serait catastrophique. Ça pourrait être le cas. Quel est l'état des lieux actuellement des enregistrements des élèves du Zenda? Merci bien. Je vais commencer d'abord par vous remercier pour nous avoir donné l'occasion quand même de venir présenter au peuple un certain nombre de réalités de faits. Parce que sans les médias comme les vôtres, les gens sont perdus. Ce que je voudrais dire par rapport à ça, si le redéploiement qui a été annoncé est en train d'être fait, c'est simplement par rapport à une décision prise par le gouvernement et ce qui est du rôle régalien de l'État. Donc, pour ce recensement, ce que nous avons enregistré, puisque le LTO est la coordination de l'arrondissement 5, puisque la ville de Ouagadougou est divisée en 12 arrondissements et un coordinateur par arrondissement de manière à ce que le travail soit fluide avec la DP. Depuis que nous avons commencé le lundi passé, ceux qui sont venus pour l'enrôlement, puisque chaque jour, je suis là présent pour suivre ce qui se passe et poser les questions aux différents parents. Et quand on leur demande où vous habitez, Rayongo, où vous habitez Gampela, où vous habitez Karpala. En tout cas, pour la majeure, je ne dis pas de façon exhaustive, eux tous. Donc ces élèves viennent véritablement des zones périphériques. Ils ont dit, c'est ce qu'ils nous ont dit, voilà où on loge. Ils ne connaissent pas l'objet de la demande. Mais ils viennent des zones, pour beaucoup, ils viennent des zones périphériques. Et si on veut voir aussi, lors des affectations des élèves, au niveau des différents, à l'admission à l'entrée en 6e, en réalité, il y a beaucoup qui vont aux Zenda par leur corps défendant, étant donné que les établissements périphériques n'avaient pas en son temps suffisamment de capacité d'accueil. Ceux qui restent, qui sont admis à l'entrée en seconde, on est quand même obligé de leur trouver un site d'accueil. Le site le plus proche pour eux tous serait quelque part le Zenda, quand bien même ils parcourraient des distances avant d'arriver. Je parie que celui qui est à Karpala aimerait être à Rimbougré au lieu de quitter Karpala pour venir au Zenda. Mais il y en a combien, ces lycées périphériques, qui peuvent justement absorber tous ces élèves, ces milliers d'élèves? Je pense, quand on parle de milliers d'élèves, je pense qu'on a bien précisé, hein, on a dit qu'il y a 74 établissements que nous avons recensés, avec leur capacité d'accueil. Parce que les capacités d'accueil ne sont pas des choses inventées, elles proviennent des rapports de fin d'année, où chaque chef d'établissement donne l'état des lieux, les passants, les doublants, les exclus. Donc, sur cette base, un travail préalable avait été fait pour savoir combien d'élèves par établissement on pourrait recevoir. Et c'est par rapport à ça, quand on dit des milliers et des milliers, en réalité, en diviser les 3700 par 74, on est environ 50 par établissement. Et si les 50 par établissement, vous divisez par cette classe de la 6e à la terminale, on voit qu'il y a environ 7 à 8 élèves par classe. Donc moi, je pense que c'est un travail scientifique qui a été fait et il n'y a pas lieu de s'alarmer. Donc tout se passe bien pour l'instant. Vous pensez pouvoir absorber tous ces élèves? Puisque je vous ai dit que lorsque nous avons fait le recensement des 74 lycées publics, avec leur capacité d'accueil, il est ressorti que ces élèves-là, on peut les recevoir. Sinon, qu'on n'aurait pas engagé la procédure. Oui. Madame Tougma, vous semblez vous inquiéter sur cette question, mais visiblement, le gouvernement semble avoir préparé sa solution. Je suis plus qu'inquiétée, parce que c'est vraiment déplorable
qu'on en arrive à cette situation. Je veux bien comprendre le monsieur Menoro qui dit qu'il suffit de diviser les 3700 avec les 74 établissements et qu'on se retrouverait à 50. Mais je suis désolé, tout le monde ne vient pas de la même zone. Vos 74 établissements, vous ne dites pas combien sont érigés en lycée. La majorité, ce sont des CG. Si vous prenez le lycée, Zenda l'année passée, ils avaient combien en terminale? Ils avaient au moins 14 classes de terminale. Ça veut dire que cette année, ceux qui doivent aller en terminale, c'est encore plus de 10 classes. Est-ce que tous ces élèves, vous pouvez leur trouver de la place dans ces périphéries? Je dis non. Prenons l'exemple de la série C. On sait qu'il n'y a pas beaucoup d'établissements publics qui ont la C. Vous avez cité Rayongo, Karpala et autres. Quel est l'établissement qui a la série C dans les parages? Le plus proche, à part le Zenda, c'est Bogodgo. Et si la personne est à Rayongo, ou bien qu'il est à Kosodo, et il arrive au Bogodgo, on dit qu'il n'y a pas de capacité d'accueil, vous l'envoyez où? Peut-être aux Mariennes ou aux Mix qui peuvent recevoir la série C. Ou bien, ce qui est sûr, vous ne pouvez pas l'envoyer au PMK, ce n'est pas au lycée technique scientifique que vous allez l'envoyer. Vous faites quoi de cette personne? Vous pouvez avoir des établissements, certes, dans la zone, mais est-ce qu'à lui seul, vous allez ouvrir une classe de terminale C? Et avec quel personnel? Tout le monde sait que l'État est un mauvais payeur. Vos frais de vacation, vous les réglez à quel moment? C'est par manque de personnel qu'on fait recours aux vacataires. Et vous pensez que c'est comme ça qu'on peut résoudre les problèmes de l'éducation? Je suis désolée. C'est un peu difficile. Et présentement, tout le monde sait que dans les périphéries, les salles de classe sont bondées. Les effectifs sont déjà pléthoriques? Pléthoriques. Je ne sais pas si cette année, le ministère a pu réaliser des infrastructures dans les zones périphériques. Mais il dit qu'il y a eu un rapport, Quel rapport de ces établissements. Pourquoi on suspend alors les recrutements pour complément d'effectifs? Si on suspend, c'est parce qu'on se dit que si on fait le recrutement et qu'on redéploie les élèves du Zenda, ce n'est pas sûr qu'on puisse gérer le problème. Il y a les admis de l'entrée en 6e qui sont là, les admis de l'entrée en seconde. Comment faire avec tous ces gens? Si on prend l'exemple, c'est un peu difficile. Oui, M. Milogo. Apparemment, l'inquiétude reste entière. Je crois qu'elle s'exprime sans sérieusement d'éléments de preuve. Et dans son expression, nous voyons visiblement des personnes qui croient avoir l'information. Pour l'information, il faut aller à la source. Les CG japonais sont des CG de 8 classes. À situation exceptionnelle, comportement exceptionnel. Dans ces 8 classes-là, beaucoup de classes, étant donné que c'est des CG, il y a beaucoup de classes qui ne sont pas utilisées. S'il y a une urgence qui se crée, mais on transformera ces différentes classes-là en de nouvelles classes qu'on aura à ouvrir. Et les enseignants? Et les enseignants, il y a 300 enseignants en réserve qui sont là. Si les élèves partent du Zenda, on a affecté les enseignants au Zenda pour enseigner parce qu'il y avait des élèves. Si les élèves ne sont plus au Zenda, je pense que la sagesse demande à ceux qui soient redéployés et qu'ils aillent rejoindre les élèves où on les a envoyés. Ça, c'est aussi simple. Ça, je ne vois même pas où est-ce qu'il se trouve un problème, en réalité. D'accord, oui. J'estime qu'il y a quand même un problème parce qu'on ne peut pas faire un redéploiement mathématique du personnel. Parce qu'ils sont dans un seul établissement, c'est plus facile de gérer les emplois du temps. Mais est-ce que, même si vous CG à 8 classes, on peut trouver la place pour le redéploiement? Je suis désolée, vous ne pourrez pas avoir tous les enseignants pour pouvoir combler le vide. Parce que si on calcule, ne serait-ce que pour l'année passée, ils avaient au moins 12 secondes, 6 sixièmes. Si on multiplie avec les ratios, les 60 par classe pour le second cycle et 70 pour le premier cycle, on est au bas mot à 1140 places qu'on est en train de supprimer aux Zenda. Et à cause de ça, on ne peut pas faire le recrutement
pour le complément d'effectifs. Tous ceux qui ont leurs enfants, que ce soit des enseignants ou bien les parents, ou les enfants n'ont pas eu l'entrée en 6e ou l'entrée en seconde, vous les envoyez où? Dans la rue ou bien au privé? Ok. Oui, M. Milego, ça reste quand même... Oui, je crois que ce qu'elle dit, elle est vraiment loin du compte. En ce sens, le recrutement en complément d'effectifs, lorsque le SG a fait sortir la note, que la suspension, ça c'est une manière responsable d'agir. Pourquoi? Le SG a bien dit suspension du recrutement en complément d'effectifs. Et il a dit in extenso dedans que dans le but de pouvoir mieux organiser la rentrée scolaire, les recrutements en complément d'effectifs sont suspendus dans la commune de Ouagadougou. Une note viendra mettre fin en temps opportun à cette mesure. Les gens ont commencé à dire qu'il n'y aura pas de recrutement. Partout, même des intellectuels disent non, on a dit qu'il n'y a pas de recrutement. J'ai demandé à certains, où est-ce que vous avez vu écrire qu'il n'y a pas de recrutement? Ça viendra, mais peut-être tard. Les parents ont eu le temps de chercher de la place ailleurs. Quand on dit tard, il est bien écrit dans l'arrêté qui octroie la place au personnel que le recrutement en complément d'effectifs ne saurait se faire avant la répartition des élèves de l'entrée en 6e et entrée en seconde. Ça, c'est clairement écrit, hein? Les gens l'oublient. Et donc, par rapport à ça, je vous ai dit que c'est une façon responsable de procéder à partir du moment où, si on laisse comme ça, puisqu'on veut redéployer le Zenda, la décision a été reprise, on va redéployer les élèves du Zenda. Donc, avant de laisser libre cours au recrutement en complément d'effectifs, qui créerait certainement des problèmes aux différents chefs d'établissement, vous me comprenez? On dit, on stoppe d'abord, on redéploie les gens du Zenda. Quand on a fini d'affecter les élèves du Zenda, maintenant, en temps réel, moi, en tant que proviseur, je sais que les 40 plans que j'avais en 6e, il ne me reste peut-être que 20. Donc, je ne pourrais recruter en complément d'effectifs que par rapport à ce nombre-là. D'accord. Il y a aussi sur la question de la géographie. Lors de la conférence de presse, le personnel est revenu sur le fait que quand vous parlez de périphérie, c'est vrai que vous dites que le constat général que se dégage, c'est qu'effectivement ces élèves sont en périphérie, mais il y a par exemple, je ne sais pas, des élèves qui seront peut-être redéployés dans des établissements comme le Nesson, le Bogodogo, le Marienne ou à Paspanga à côté. Ce n'est pas en périphérie, on ne règle pas le problème. On n'a pas parlé de périphérie, on a parlé des établissements. Il existe des établissements en périphérie. La périphérie offre l'avantage que tout le monde ne va pas converger le matin vers le centre-ville. Ce qui est une bonne chose pour nous tous. Hein. Nous durons au feu, certains éteignent même leur véhicule pour ne pas brûler le carburant. Ça, le fait de pouvoir maintenir les élèves, certains élèves, parce qu'on ne peut pas parler de façon exhaustive de tout le monde. Ça, c'est démagogique. Mais on essaie de trouver la place au maximum à ceux qui sont dans les périphéries. S'il y a la possibilité qu'ils restent dans les périphéries, cela est une très bonne chose pour tout le monde du reste. Et maintenant, le fait, je vous ai dit, certains venaient au centre-ville par leur corps défendant. Ils venaient au centre-ville parce qu'on n'avait pas trouvé un autre endroit pour les affecter. On les affectait aux Zenda. S'ils pouvaient rester dans les périphéries, qu'ils le feraient. Donc, cette mesure qui a été longuement mûrie avant d'être prise, on a pris du temps pour préparer tout ce qu'il y a comme parade au désagrément qui pourrait se créer. Naturellement, il n'y a aucune mesure qui peut être prise avec zéro désagrément. Ça ne saurait exister et c'est un peu utopique. D'accord. Oui, madame. Pour clore sur cette question des effectifs, des ratios, etc. C'est pour dire que quand on prend une décision, on doit réfléchir un peu aux impacts, les conséquences. Aujourd'hui, nous sommes presque à la rentrée. Les parents ne savent pas où mettre de la tête par le fait du bon vouloir d'un individu. On dit que l'individu, c'est un gouvernement qui a décidé. Bon, c'est parce qu'ils ont fait leur rapport. Puisqu'ils disent qu'on se fonde sur le rapport pour le faire. C'est suite aux analyses. On a vu que des rapports ont induit des gens en erreur. Et ça les a amenés à mentir. D'accord. Donc revenons justement sur les fondements de cette crise. Lors du point de presse, effectivement, vos camarades ont parlé de contradictions et de mensonges. De quoi parlez-vous exactement? On parle de contradictions et de mensonges parce que, au tout début, ce qui est ressorti était que le lycée Zenda ne pouvait plus fonctionner parce qu'il n'y avait plus de données. Tout a été saccagé. Les tables blancs sont saccagées, les ampoules sont détruites, il n'y avait plus rien concernant les élèves comme les enseignants.
Et on se demandait comment faire pour pouvoir poursuivre la scolarité de ces enfants s'il n'y a plus de données, puisqu'on dit qu'il n'y a plus de serveurs. C'est par quel génie on a retrouvé des données pour faire le conseil de fin d'année, pour pouvoir déterminer quels sont ceux qui passent, quels sont ceux qui redoublent et quels sont ceux qui sont renvoyés. Voilà pourquoi on dit que c'est des mensonges. Quand on dit c'est pour réduire les distances, je ne vois pas en quoi on peut décider à ma place pour dire que bon, c'est maintenant que les autorités se rendent compte que les enfants parcourent des distances pour venir. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour pouvoir résoudre ce problème? Ce n'est pas maintenant, à la veille de la rentrée, parce qu'il y a eu grève, qu'on prend toutes ces mesures. Donc, il n'y a pas de logique. Donc pour vous, il y a beaucoup de contradictions. On a parlé effectivement à l'époque des données qui auront été saccagées et qu'il n'y avait plus de mémoire. Mais le gouvernement ou les autorités en charge de l'éducation ont réussi quand même à statuer pour savoir qui passe, qui redouble, sur la base de quoi? Très bien. Quand on dit ça, bon, moi, ça me fait un peu rire. Nous sommes à l'heure des nouvelles technologies et nous parlons en temps réel. Lorsque cela avait été produit, tout était parti. Mais à travers des études, des recherches, dans le système informatique, tant que l'élément n'est pas totalement détruit, comme la boîte noire des avions, il y a toujours la possibilité de récupérer certaines données. Mais il aurait fallu à l'époque dire justement qu'il y a cette possibilité qui existe. Je vous ai dit en temps réel, puisque la boîte noire, c'est après le résultat donné qu'on sait si on a pris quelque chose ou pas. On ne peut pas annoncer à l'avance. Nous connaissons tous les uns les autres, on ne peut rien annoncer à l'avance, puisqu'on sait qu'on ne peut rien trouver. On ne peut rien trouver. Donc par rapport à ça, en réalité, la fermeture du Zenda, comme ce que j'avais dit, il pouvait se passer que rien ne se soit passé. Mais l'État décide pour le changement d'orientation du Zenda, on va fermer. Mais admettons quand même que c'est sur la base de la crise. Attendons, j'ai dit, laissons la crise. Parce qu'en se focalisant sur la crise, et on penserait que c'est l'élément fondamental. Non, c'est le cas. On pouvait décider. Je vous donne un exemple de pourquoi le Zenda, même selon moi, devrait être fermé. Le 12 décembre de l'année passée, j'ai été élu comme président APE du LPRC, le lycée professionnel régional du centre, parce que mon deuxième fils y fréquente. C'est moi qui suis le président actuel de l'association des parents d'élèves. Lorsque je suis arrivé, dès notre prise rentrée en fonction, la semaine qui suivait, j'ai tenu une rencontre avec l'administration du LPRC. Je leur ai demandé quels sont vos problèmes qui sont urgents pour qu'ensemble on essaie de trouver les solutions. Le proviseur m'a dit, Monsieur le Président, notre problème c'est l'insécurité. J'ai dit pourquoi? Il dit parce que dans la mutualisation des installations, nous sommes allés solliciter des salles au lycée Zenda. Ils nous ont donné des salles près du terrain de football à l'étage qui était avant le dortoir. Et chaque semaine, les élèves viennent se plaindre qu'à la fin des cours, puisqu'ils descendent à 18h, ils sont agressés par des individus qui viennent de dehors. Et je leur ai demandé, donc, qu'est-ce que faut-il faire? Ils nous ont dit, nous avons des anciennes douches qui étaient là au moment du réfectoire, et maintenant, c'est un fourre-tout. Il y a du n'importe quoi là-dedans, ça fait des années, ça n'a pas été ouvert. Si on a pu aménager ça, on va faire revenir les enfants. Je leur ai dit, la priorité, c'est la sécurité d'abord de nos enfants. Et j'ai tenu mon conseil, et on a dit immédiatement, amenez-nous un entrepreneur, agrandissez, cassez l'intérieur, agrandissez devant, derrière et en longueur. Formez-en 3 salles et on va travailler dans l'accélération. D'ici 1 mois, il faut que les enfants reviennent. Et effectivement, vous pouvez aller voir au niveau du LPRC, au fond, au niveau de l'étage à gauche, vous allez voir un nouveau bâtiment qui a été restauré. C'est nous qui l'avons fait. Parce que nous pensons que la sécurité de nos enfants est fondamentale. Et le Zenda, ça posait un problème de sécurité, à votre avis? On les agressait où? On les agressait au Zenda. Il y a un sérieux problème de délinquance. Ce n'est pas la délinquance. Il y a le trafic de drogue au Zenda, puisque c'est attenant au terrain de football. Vous me comprenez? Est-ce que ça, c'est pas un problème d'administration plutôt? Quand vous dites, la gouvernance du Zenda qui posait problème. Si vous parlez de gouvernance du Zenda qui posait un problème, tard la nuit, sur un terrain délabré comme ça, n'importe qui, vous savez que le nombre de gardiens n'est pas assez suffisant pour sécuriser toutes les entrées. Ça, c'est presque partout. Ce n'est pas au Zenda seulement. Nous connaissons ces réalités. Il y a des établissements même qui ne sont pas clôturés. Mais on travaille à ce que tout cela aille bien. Vous parlez d'insécurité. Est-ce que là,
autrement, indirectement, vous n'êtes pas en train de reconnaître aussi que tout ce qui s'est passé aux Zenda et qu'on a mis sur le dos des élèves ne prévient pas forcément des élèves. Quoi qu'on dise, ça peut être deux entités. Voilà, là-bas, quand j'ai honte de parler de ça, puisque chacun a vu ce qui s'est passé, hein, je ne voudrais pas parler de ça, chacun sait. Est-ce que c'est forcément des élèves? Si ce n'est pas forcément des élèves sont dedans. Puisqu'ils ont été vus. Hein. Je ne sais pas pourquoi on dit on n'a pas vu, on les a vus. On les a vus, c'est une réalité. J'imagine que votre collègue du Zenda, M. Kiemde, ne sera pas tout à fait d'accord. Vous souhaitez qu'on ferme le Zenda, et lui... Non, le Zenda, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit même, on va fermer le Zenda pour en faire un établissement d'excellence. C'est tout comme construire les routes. Quand devant chez vous, il y a chaque jour la poussière, on décide de bitumer votre route. Mais ça semble se faire sur un coup de tête. Ça n'a pas été planifié de longue date, cette reconversion, visiblement. C'est ce que vous dites. S'il y a subitement un tremblement de terre, il faut trouver la capacité de l'homme à réagir par rapport aux événements inattendus. Et c'est ce qui est fait. Fait de lui sa qualité d'homme. D'accord. Madame Touma. Je pense qu'on ne peut pas comparer les situations. Même si on veut transformer le Zenda en un lycée d'excellence, on peut aller de façon progressive. On sait qu'il n'y a pas très longtemps, il y avait plus d'une dizaine de classes en 6e. Pourquoi ils sont maintenant à 6 classes? C'est parce qu'on a construit les CG dans les périphéries et progressivement les gens partent. On aurait compris, si c'était vraiment lié à ça, pourquoi on n'a pas associé le personnel pour en discuter? Ça, c'est un. De deux, si on veut aller, on peut peut-être dire, bon, cette année, on ne reçoit pas de nouveaux. Et progressivement, on évacue ceux qui sont là et aller vers votre établissement d'excellence. Mais subitement, à 2 semaines de la rentrée, vous fermez tout. Oui, Madame Tougma, le lycée était fermé bien avant. Oui, mais avec espoir qu'au moins ils allaient lever, parce qu'on a vu qu'ils ont eu à affecter même des enseignants au lycée Zenda. Pour cette année? Pour cette année. Ah oui? Et maintenant, comment on peut affecter des enseignants dans un établissement et quelques instants après, on se rend compte que cet établissement doit être fermé. Et ces enseignants, on doit les réaffecter? On doit les réaffecter. Alors mettons quelqu'un qui vient d'une région, il gagne Ouagadougou, on dit qu'il va au Zenda. Il cherche un logement pour dans mieux les alentours du Zenda. Les alentours. Et on dit subitement, tu ne peux pas prendre, il n'a même pas pris service. Et on dit, c'est fermé pour de bon. Aujourd'hui, il fait quoi? On le renvoie où? Sachant qu'on dit, bon, c'est possible que certains aillent hors de Ouaga. Ce n'est pas pour rien, on a suspendu les affectations pour nécessité de service. On vous voit venir. C'est pour peut-être, parce qu'on a vu avec le redéploiement. Qu'est-ce qu'ils veulent faire, à votre avis? Mais valser ceux qui les empêchent de dormir. Ce n'est pas plus que ça. Les responsables syndicaux? Les responsables syndicaux, pourquoi pas? On a vu avec le redéploiement ce qui s'est passé. Et à la rentrée, 2 semaines avant, combien de familles vous allez disloquer en faisant ça? C'est une question... Dans le secteur de l'éducation, si nous-mêmes nous pouvons nous mettre à créer des ennuis, c'est que nous n'avons pas notre place dans l'éducation. C'est une chose assez très précieuse qu'on devrait préserver. On ne devrait pas aller à contre-courant pour nous créer des problèmes. Monsieur Milogo. Et je crois que je ne sais pas qui se soucie d'elle et puis nous qui se soucie plus de l'éducation. Hein. Les éléments qu'elle avance aujourd'hui, moi je vous dis au LTO, il y a des gens qui sont derrière Bonneville. Certains sont à Koubri, d'autres sont à Zignari, d'autres sont à Tangen Dassouri. Ils viennent travailler. Ouaga est devenu une mégapole. Donc, en ce sens que rares sont ceux qui logent à proximité. Oui, mais quand vous vous affectez un enseignant qui doit prendre service dans les jours à venir au niveau du Zenda et que quelques temps après, on lui dit non, ça ne sera plus au Zenda, mais ça sera ailleurs. Lorsqu'on vous affecte, vous cessez d'abord service. Après avoir cessé service, vous allez prendre service. Tant que ces 2 éléments-là ne sont pas faits là, vous n'êtes pas encore quelque part. Est-ce qu'on se comprend? Nous, les affectations ont été faites pendant les vacances. Je ne sais pas parmi eux, s'ils peuvent nous donner les statistiques, combien on peut prendre service, surtout avec un Zenda qui était fermé. J'ai dit, et ce pays-là, nous les montrons. On a affecté des gens au Zenda? Oui, on a affecté des gens au Zenda. Pourquoi? C'est ce que je vous dis. Les décisions se prennent de façon stratifiée. D'accord? Du sommet, ça vient vers le bas.
à la base, chacun fait normalement son travail. S'il y a des affections, la période des affections arrive, on affecte. Mais si entre-temps, une autre décision vient mettre fin à ça, ce n'est pas que ce n'est pas bien pensé. Il y a certaines choses, quand c'est en réflexion, ce n'est pas donné à tout le monde de participer à la table de la réflexion. Comme certains aimeraient le dire, il faut que... Est-ce que justement on n'aurait pas pu, dans le cadre du dialogue social, associer les organisations syndicales justement à cette décision de fermeture pour cette rentrée? Vous voyez, je pense qu'il faut que chacun joue son rôle. Moi, je pense honnêtement, sinon si chacun se met à tout faire, rien ne sera fait. Il faut que chacun joue son rôle. L'État oriente. J'ai dit, ce pays-là, personne ne l'aime plus que l'autre. Nous faisons tous l'effort pour que ça puisse avancer. À force de regrouper beaucoup de gens pour dire il faut le dialogue, trop de dialogue empêche l'action. Ça, c'est une réalité. Il faut aller vite. Il faut aller de façon précise et aller relativement vite. Chacun fait son boulot. Vous me comprenez? Chacun doit faire ce qui lui revient comme boulot à faire. C'est des partenaires sociaux, c'est important non, de les pas écouter. Non, on ne les a pas. Il y a des moments où, où on les appelle à venir participer. Vous êtes parent d'élèves au lycée technique, on vous associe quand même à la vie de l'établissement. Les parents d'élèves associés à la vie de l'établissement, je ne pense pas que les parents d'élèves ne soient pas associés à la vie de l'établissement. Les parents d'élèves sont des partenaires qui sont forcément associés à la vie de l'établissement. Mais pour une décision de fermeture, il y a quand même des parents qu'on a regroupés pour mener la réflexion. Même si ce n'est pas la réflexion par rapport au pays. Ah bon, les parents d'élèves ont été associés? Je n'ai pas dit que les parents d'élèves ont été associés. Ceux qui ont été associés sont des parents d'élèves. Moi, je suis un parent d'élève. Ceux qui ont été associés, je n'ai pas dit que j'ai été associé. Ceux qui ont été associés là, j'ai dit, personne n'aime ce pays-là plus que l'autre. Il faut qu'on oublie ça. Les responsables syndicaux, c'est aussi des parents d'élèves. Je n'ai pas dit non. Est-ce que vous pensez qu'on peut regrouper tout le Burkina pour discuter de cette question? J'ai dit non. Donc, à un moment donné, l'autorité doit trancher. L'autorité tranche et elle assume. C'est ça la réalité. Et c'est pour ça qu'on ne s'en sort pas. On ne peut pas rester dans les bureaux feutrés pour prendre des décisions et vouloir l'appliquer. Ce sont des hommes de terrain quand même, madame. Non, mais puisque la décision, ce n'est pas à leur niveau, puisqu'il dit qu'on ne peut pas associer tout le monde. Peut-être que lui, s'il a été consulté, c'est peut-être parce qu'il est un chef d'établissement aussi. Et si, au niveau de la direction provinciale, on a affecté les gens parce qu'il dit que chacun doit faire son travail, et c'est stratifié, et qu'à différents paliers, jusqu'à ce qu'on dise, bon, maintenant, il faut peut-être faire telle ou telle conduite, je suis d'accord. Mais est-ce que dans cette situation précise, on pouvait se comporter de la sorte? Est-ce que justement... Quand on prend une décision et qu'on voit que les conséquences sont énormes, on ne doit pas se gêner de faire marche arrière. Pourquoi ne pas laisser les gens ouvrir le Zenda cette année, continuer les cours? Vous fermez, vous allez prendre les 115 classes là, faire quoi cette année? Est-ce que justement, M. Milogo, le gouvernement ne donne pas raison à ceux qui pensent qu'on voulait juste casser du syndicat, tout simplement? Je pense que ça, c'est purement subjectif et on doit se démêler de ces genres de réflexions. Sinon, on n'avancerait pas. Casser du syndicat, pourquoi? Pourquoi le gouvernement casserait-il du syndicat? Le gouvernement cherche à faire marcher les choses dans le bon ordre. Et je vous ai dit, l'exemple de la construction d'une route. Quand on dit qu'un goudron doit passer, une route bitumée doit passer devant chez vous, pendant 2 à 3 ans, vous avez d'énormes désagréments. Vous cassez vos amortisseurs, vous salissez vos habits, toute forme de désagrément, vous les subissez. Mais lorsque la route est finie, vous êtes le premier qui a augmenté le loyer de votre magasin pour lequel même vous n'avez pas eu à améliorer les conditions. C'est ça. Il y a un sacrifice pour tout. L'homme, je comprends. Il a une chemise qu'il a portée, il se plaît dedans quand tu lui dis de changer. Bon, il y a des grincements dedans. Mais il faut avancer quand même avec ça. C'est comme quand vous avez une gangrène sur le pied. Si vous regardez la plaie de votre enfant avant de frotter, vous ne pourrez pas le soigner. Mais il y a aussi derrière le symbole. Le lycée Philippe Zenda Kaboré, c'est quand même un symbole. Très bien. C'est parce que c'est un symbole, on veut en faire un lycée d'excellence. Personne ne vous a dit qu'on va changer le nom. Personne ne vous a dit qu'on va faire le lycée d'excellence Milo et Varis, non? Donc quand on parle de symbole, derrière, c'est quand même le plus grand établissement. Mais les dimensions ne changeront pas. Lorsqu'on va changer l'orientation, les dimensions ne changeront pas. Les dimensions ne changeront pas. Peut-être qu'on va ajouter d'autres, sinon ça ne va pas changer. Ça ne changera pas. Donc, rien n'est... Vous voyez, non? Quand vous parlez d'excellence, oui. Vous mettez quoi dans cette notion? L'excellence. Est-ce que progressivement, on ne peut pas intégrer l'excellence en laissant le lycée ouvert?
Parce que vous avez dit que le lycée Zenda était quand aucun lycée aussi grand que le Zenda ne peut être refait dans une période de vacances, 3 mois, ce n'est pas possible. Je ne sais pas à quoi les gens pensent que ce n'est pas possible. Il faut avoir le courage de fermer. Même l'hôpital Yalgado a été fermé à un moment pour refaire. N'est-ce pas? Il faut avoir le courage d'arrêter, refaire. Et le ministre a promis que d'ici la fin de l'année prochaine, on reprendra. Mais où est le problème? Il a bien dit, ça il a dit devant les médias, que d'ici la fin de l'année prochaine, on va tout faire pour rendre ça opérationnel. Tenons-le au mot seulement. Donc ça va tenir sur une année. Tenons-le au mot. C'est ce que nous avons dit. Vous avez peut-être en ce moment le temps de vous débarrasser des élèves syndiqués, des enseignants syndiqués peut-être? On ne voit pas ça de cette façon. Ils ne sont pas licenciés. Ils ne sont pas licenciés. Je ne sais pas de quoi ils ont peur. On a dit, regardez, les zones où nous avons malheureusement de gros problèmes d'insécurité et tout, et les gens fuient à toute tête, on ne sait même pas où ils vont. Mais quand les enseignants là, reviennent là, on les redéploie, non? On les redéploie. Or ça, le nombre là même est plus que le nombre du Zenda. Hein? Personne n'a pris les micros pour se balader dans la rue pour en parler. Mais on les redéploie tous. Quand ils reviennent à Ouaga, on les redéploie dans d'autres régions. Donc, pour les enseignants, le personnel du Zenda, certains seront réaffectés au Ouagadougou, en région? Mais ce qu'on a dit, si on t'envoie, tu as été recruté par le ministre de la fonction publique mis à la disposition du ministre de l'enseignement, du ministère de l'éducation nationale, pour qu'on t'emploie dans les zones où le besoin se fait sentir. On se comprend, non? Pour nécessité de service. On dit qu'il manque des agents là, il faut combler le manque, n'est-ce pas? Et donc, en comblant ce manque-là, on ne fera que t'envoyer où on a besoin de toi. Moi, par exemple, je suis à près d'1,2 million de vacations parce que dans des spécialités, il n'y a pas suffisamment de profs. Moi, je serais heureux que certains du Zenda viennent chez moi. En ce moment, je n'aurai plus à me tirer les cheveux. Les vacataires ne viendront pas seulement pour dire qu'ils n'ont pas pu, il faut que leur solde soit versé. Mais chacun sera redéployé normalement. Moi, je ne sais pas où se situe la peur. Est-ce que, Madame Tourma, il ne faut pas juste voir le moisson au pied du mur, peut-être faire confiance au gouvernement et attendre 1 an pour voir ce que ça va donner? Ou alors, vous pensez que tout de suite, les conséquences seront immédiates? Avec ce gouvernement, il faut éviter de faire confiance. Parce que c'est un gouvernement qui ne tient pas parole. Pour preuve, si on prend ne serait-ce que le protocole d'accord qu'ils ont signé en 2017-2018 avec la CNCE, où on devrait évacuer en 3 ans, on est à quel niveau aujourd'hui? Leur assise nationale qu'on est en train de préparer, en quelque sorte, c'est pour remettre en cause les acquis. Quand on dit qu'on supprime le CEP, qu'on remet en cause la gratuité de l'école, parce que c'est cher, que l'investissement pour construire c'est difficile, malgré l'appui des parents, on demande qu'ils s'investissent de plus en plus pour pouvoir construire les écoles. Qu'il n'y aurait plus de second tour au BPC comme au bac. Le sujet unique, c'était déjà dans cette monture, mais on a trouvé moyen de passer outre pour pouvoir l'appliquer. Et je me dis que, en fait, c'est pour préparer le terrain. Parce qu'ils savent qu'aller avec la mise en place de ce document, il y aura des contestations sur le terrain. Et comme les gens se sont convaincus que le lycée Zenda est le centre de contestation, il faut casser le Zenda pour pouvoir mieux manœuvrer. Ah, pour vous, c'est stratégique. C'est stratégique. Casser le syndicat, le Zenda, qu'on estime être stratégiquement un foyer, et ça permet de faire passer les réformes après. C'est pour détourner l'attention des gens. On vous crée un faux problème, vous agrippez pour qu'il puisse passer autre chose. On a vu avec l'UTS. On a trouvé moyen de suspendre les salaires. Ça ne respecte aucun texte dans ce pays. Et quand on a suspendu les salaires, on a commencé à sanctionner les gens. Les gens se sont rabattus sur cette lutte. Et c'est passé, on ne parle pas d'UTS aujourd'hui. C'est de la même façon que ce gouvernement est en train de mettre en... Il n'y a pas de petite répression. Quand on a commencé avec certains, on dit non, c'est un tel, il exagérait, c'est bien fait pour lui. Voilà, ça s'étend. Quand on prend l'exemple de SG de la CETB, les gens disaient qu'il exagérait, c'est bien fait. Après Bassolement,
c'est d'autres personnes qui sont touchées. Quand on a fermé l'établissement en mai, je disais, aux Zenda, les enfants sont trop indisciplinés, c'est des vandales. Il disait qu'il y a l'insécurité. Ce n'est pas maintenant que vous allez vous rendre compte qu'il y a l'insécurité aux Zenda. Et qu'est-ce que vous avez fait depuis longtemps pour résoudre le problème d'insécurité? Il n'y a pas de porte. Vous dites que vous ne pouvez pas trouver des gardiens pour garder toutes les portes. Mais recrutez. Il y a combien qui sont au chômage? Recrutez. On ne recrute pas. Et on dit qu'on ne peut pas, qu'il y a l'insécurité. C'est un peu difficile. D'accord. Monsieur Milego, est-ce que justement vous n'êtes pas en train de déplacer le problème au niveau du gouvernement? Est-ce qu'on ne déplace pas le problème? C'est-à-dire en voulant peut-être résoudre un problème qui peut paraître conjoncturel, on crée une autre crise. Moi, je pense que ce qu'elle dit, ça relève pour moi de la divination. Ah oui? Et c'est le genre de débat où, quand on dit c'est pour, non. C'est des procès d'intention, à votre avis? Moi, ce n'est rien d'autre que des procès d'intention. Lorsqu'on parle de... Bon, il faut recruter. Moi, je dis que quelqu'un qui a déjà géré une administration ne peut pas s'asseoir et dire comme ça, il faut recruter. Si c'est ça, pendant qu'on y est, on recrute tout le Burkina, on va les payer avec quoi? Le Zenda, quand même, peut avoir les moyens de recruter quelques vigiles pour assurer la sécurité. Est-ce que ce n'est pas juste un prétexte, cette question sécuritaire au niveau du lycée Philippe Zenda Kaboré? L'administration du Zenda n'est pas capable d'assurer la sécurité des élèves? Ce que je suis en train de vous dire, la fermeture du Zenda, ce n'est pas un élément, c'est un kit. C'est un kit qui contient l'insécurité, l'indiscipline et finalement, ajouter à cela ce que nous avons vu qui ne devrait se voir sous aucun cieux. D'accord? C'est-à-dire? Que des gens rentrent, même, à supposer même que ce soit des gens de dehors. Le fait qu'on rentre faire les saccages qui ont été faits, c'est inadmissible. Moi, en tant qu'enseignant, j'ai dit, quel que soit celui qui va s'en prendre à un membre de mon personnel, que tu sois avec ou contre moi, je mettrai tout pour te défendre. Parce que ce n'est pas possible qu'on vienne porter atteinte à ta sécurité dans notre espace-là. Non, c'est sacré. Les raisons que vous avancez là, on voit clairement que la raison de l'excellence recherchée vient secondairement. Elle n'est pas secondaire. Maintenant, lorsqu'un problème est posé, elle ne peut pas être secondaire. Elle ne peut pas être secondaire à partir du moment où c'est une des mesures par lesquelles on pourrait stabiliser les événements. Ça, c'est possible. Il y a plusieurs solutions. C'est comme tout de suite. Moi, si j'étais assis à sa place et qu'elle est assise ici, tout ce qu'elle va dire là, je vais buter ça à la touche, n'est-ce pas? Mais gouverner, c'est prévoir. Vous prenez vos responsabilités, vous les assumez. Tout en sachant, comme ce que je dis, personne n'aime ce pays-là plus que l'autre. Certains ont l'avantage de faire l'administration et de connaître des réalités que des gens même qui ont 25, 30 ans de service ne connaissent pas. On pense connaître, on met des débats, on dit non, il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. Lorsque vous êtes dans la réalité du terrain, à ce moment que vous vous rendez compte que, en réalité, vous rêvez un peu. Donc le gouvernement agit de bonne foi. On est presque en fin d'émission, Madame Tougouma. La question, elle reste posée. Vous estimez que les conséquences pour vous, elles vont être désastreuses. On aurait pu juste laisser le lycée fonctionner parce que les conséquences seront plus grandes que cette décision du gouvernement. Bien sûr. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un pays qui a signé des textes allant dans le sens de l'éducation pour tous se mette à fermer un établissement, le plus grand établissement du Burkina. Au même moment, nous déplorons les fermetures dans les zones occupées. Si, aujourd'hui, dans certaines localités, les enfants n'ont plus la chance d'aller à l'école et que le gouvernement se permet lui-même de son propre chef parce qu'il y a eu tel ou tel problème, il ne peut pas trouver une possibilité de résoudre le problème que de fermer l'établissement. Je pense que ça ne fait que confirmer le saccage de l'éducation. Et on ne peut pas trouver un autre mot pour qualifier ça. Dire aujourd'hui que parce qu'on veut créer l'excellence, qu'il faut fermer le Zenda, si c'est ça la solution, c'est
avoué son incapacité de résoudre le problème de l'éducation. Je pense. Vous pensez? Oui, M. Milogo, finalement, vous estimez que c'était la solution, fermer le Zenda, pour aller justement régler d'une part les questions sécuritaires, des disciplines, mais au-delà, de façon structurelle, faire de cet établissement historique un pôle d'excellence. On l'a compris certainement, mais derrière, c'est de façon générale, pour terminer, c'est quel type de réforme justement pour qu'il y ait plus de paix et de qualité dans nos écoles? Ça reste toute la grande interrogation. Ce que je vais demander, c'est que les enseignants d'abord se mettent réellement à leur place. On doit inculquer des valeurs à nos enfants. Et ces enfants-là doivent suivre ces valeurs-là. Elles, comme moi, nous ne sommes pas loin de la retraite. Ceux qui vont venir nous remplacer, c'est à nous de les former. Et par rapport à cela, on ne devrait pas, même sur un plateau, avancer certains propos. C'est des mensonges, c'est ceci, c'est cela. Mais les enfants nous regardent. Actuellement, je sais que de par le monde entier, on nous regarde. Donc, lorsque nous échangeons de façon très courtoise. Parce qu'il y a des propos qui n'ont pas lieu d'être dits. Et ce que je vais dire pour finir, pour les Zenda, lorsqu'il y a eu la Covid-19 en mars et on voulait ouvrir en juin, les gens ont juré ciel et terre que si on ouvre, c'est la catastrophe, c'est l'inconscience, c'est des gens qui sont drogués, qui passent le temps à boire du whisky. Si vous ouvrez, ça sera la catastrophe. Gloire à Dieu. En juin, on a ouvert, il n'y a rien eu. Et chaque année, à chaque moment, des stratégies sont changées. Ce que nous disons, si vous voulez, vous par exemple, m'empêcher de dormir, vous êtes le premier qui doit rester éveillé. Parce que si vous dormez, moi je vais dormir. Ça veut dire que moi j'aurai plus de paix que vous. Donc pour dire que cette école-là, je lance, où je suis content et très fier, c'est que nous avons dit dans 1 an et demi. On est d'accord? Dans 1 an et demi, on se donne rendez-vous simplement. Et nous sommes en train de travailler de manière scientifique. Nous, on a des données qu'eux, ils n'ont pas. Quand on s'assoit, on ne parle pas sur la base du vide. Il faut les partager pour que tout le monde soit au même niveau d'info. Ce n'est pas nécessaire. Chacun a un boulot à faire. C'est à l'action qu'on verra si c'est bon ou bien c'est mauvais. D'accord. On est d'accord? D'accord. Merci, M. Milogo. Madame, rendez-vous donc dans 1 an et demi et vous aurez les résultats du gouvernement. Le problème, c'est comment gérer ces gens-là en attendant. C'est ça. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ça. C'est ce que nous sommes en train de faire. Les solutions. Je vous donne à la rentrée. Je vous donne rendez-vous à la rentrée. De toute la façon, nous sommes là. Et ce qui va se passer sur le terrain, s'il y a les effectifs pléthoriques, vous l'aurez voulu. Tout à fait, il n'y a pas de problème. Voilà. Nous sommes prêts à toute éventualité. Vous allez les gérer. Nous allons les gérer de façon conséquente. Ces effectifs qu'on dit pléthoriques. Sans impacter la qualité de l'éducation des enfants. Impacter la qualité de l'éducation des enfants commence d'abord par l'éducation qu'on leur inclut dans le comportement. C'est ça la première qualité. Tant qu'il y a le pléthore, tout le monde est d'avis qu'il n'y a pas de qualité. Ce que nous faisons, ce n'est pas de l'éducation. On ne peut pas mettre dans une classe plus de 100 personnes et vouloir qu'ils puissent être suivis. Ce n'est pas pour rien qu'on fixe des normes. Si on refuse d'investir dans l'éducation, et il suffit de trouver un adulte pour mettre devant des centaines d'enfants, bon, on se chaque pour rigoler. Merci. Madame Tougouma, je rappelle que vous êtes membre du bureau de la FSNTL, la Fédération des syndicats nationaux de l'éducation et de la recherche. Merci d'être passé dans le 7 Info ce soir. Avec nous également, Évariste Milogo, proviseur du lycée technique national général Aboubakar Sangoulé Lamizana. Merci d'être passé dans le 7 Info pour tous ces éclairages. Merci à vous d'être passé. Vous restez avec nous pour la suite de ce 7 Info. Nouveau drame dans le secteur du BTP, une dalle qui s'effondre sur un chantier. On est encore dans le secteur de l'éducation. À l'université Norbert Zongo de Koudougou, il y a eu 4 morts, provoquant choc, amertume, colère et interrogation. Le ministre en charge de l'enseignement supérieur, Al-Kassou Maïga, s'est déplacé sur les lieux. Sur les lieux du drame, le décor est sans appel. Un bâtiment qui était déjà sorti de terre, réduit en gravat. Il s'agit de la dalle du foyer de la cité universitaire en construction qui s'est effondré sur des personnes en pleine activité sur le chantier. Le bilan est lourd, 4 corps sans vie et un blessé sorti des décombres. Parmi les infortunés, 3 étudiants de la filière génie civil de l'Institut universitaire de l'Université Norbert Zongo
en stage pratique et un ouvrier de nationalité étrangère. Au lendemain du drame, le ministre en charge de l'enseignement supérieur est sur les lieux. C'est la catastrophe de trop selon Alkassou Maïga qui promet que cet énième incident lié à l'effondrement de bâtiments ne restera pas impuni. Nous engagerons toutes les responsabilités qui sont les nôtres afin que ceux avec qui nous sommes entrés en contrat puissent nous fournir les éléments d'appréciation, mais par-delà les éléments d'appréciation, afin que nous puissions engager une inspection supplémentaire qui puisse nous permettre de détecter les failles éventuelles. Parce que le peuple doit comprendre, parce que c'est des deniers publics, parce que c'est des bailleurs de fonds qui nous ont accompagnés. Et donc on ne peut pas s'asseoir ici à tergiverser. Il faut que la vérité soit faite et que les différents éclairages soient faits autour de ce qui s'est passé hier en fin de matinée. Les responsables de l'entreprise en charge des travaux, Souzy Construction et le bureau de contrôle sont sommés de rendre des comptes. À ce jour, 6 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue, selon le procureur du Faso, près le tribunal de grande instance de Koudougou. Nonobstant la procédure judiciaire en cours, le ministre indique que ses services techniques feront leur propre enquête sur les causes du drame afin de ne pas se contenter des rapports des responsables du chantier. Mais en attendant les résultats de ces investigations, à l'université Norbert Zongo de Koudougou, les étudiants sont toujours sous le choc. Quand nous sommes arrivés, franchement, nous ne savons pas, n'avons pas les mots justes là pour exprimer notre intention. C'est vraiment dangereux. Et nous estimons que un bâtiment qui est construit, qui répond aux normes, ne peut pas s'écouler de cette façon. Combien d'étudiants sont morts? Combien de familles ont été endeuillées? Voilà pourquoi nous demandons à ce que les responsabilités soient situées et qu'on puisse sanctionner ceux qui méritent d'être sanctionnés. Parce que nous, à notre niveau, en tant qu'étudiants, là, nous ne pouvons pas l'admettre. Il faut rappeler que le chantier est financé par la BADEA, la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique, à hauteur de 20 milliards de francs CFA. Pour les besoins de l'enquête, le chantier est arrêté. L'université Norbert Zongo de Koudougou reste aussi fermée jusqu'au 8 septembre prochain en raison du deuil. L'ARCOP a également fait le déplacement de Koudougou. L'autorité de régulation de la commande publique promet aussi une enquête. Ici, c'est le vacarme habituel des chantiers de construction. Laissant place au silence et surtout au théâtre du sinistre. Un enchevêtrement de fer, de béton et de gravats. Au milieu, on peut voir un premier casque de sécurité. Quelques mètres après, un deuxième, puis un troisième casque de protection, ce que portaient 3 des 5 victimes piégées dans l'effondrement d'une des dalles du foyer en construction de l'université Norbert Zongo de Koudougou. Et dont 4 d'entre eux ont trouvé la mort au cours de cette journée fatidique du 31 août dernier. 3 jours après le drame, l'autorité de régulation de la commande publique dépêche sur les lieux une équipe d'observation. Concrètement, qu'est-ce que l'ARCOP va faire? Alors, comme d'habitude, elle va mettre en place une mission d'enquête à bref délai qui va essayer donc d'identifier les auteurs qui ont pu commettre des fautes à la base de ce drame, alors de situer les responsabilités pour que ceux qui doivent répondent conformément à la loi. Qualité du fer, densité du béton, erreur architecturale, incompétence d'ingénierie, passation de marchés douteuses, défaillance de contrôle. À quel niveau se trouve la faute et quelle sera la marge de manœuvre des enquêteurs de l'ARCOP? L'enquête va consister pour les enquêteurs d'examiner tout le processus de passation et d'exécution de l'ouvrage afin de voir à quel niveau justement il y a eu des manquements. Alors si c'est dans le processus d'attribution déjà qu'il y a eu des manquements, alors, de sorte que des acteurs ont pu masquer leurs compétences réelles en usant du faux, par exemple, alors évidemment, cela va être constaté et les sanctions vont en découler. Mais si c'est au stade de l'exécution aussi que des acteurs ont manqué à leurs responsabilités, il appartiendra à la commission d'enquête alors d'examiner le rôle des uns et des autres, de voir les actes
que les uns et les autres ont pu poser et voir justement qu'est-ce qui n'a pas marché. L'enquête administrative que va initier l'ARCOP vient s'ajouter à celle judiciaire déjà en cours, conduite par le procureur de Koudougou. Après les infrastructures du 11 décembre, les salles de classe des écoles, le syndrome de l'effondrement des bâtiments publics semble avoir gagné l'enseignement supérieur. Toujours avec son lot de malheurs et les interrogations qu'il soulève, qui sont les responsables? Et c'est ici qu'on s'arrête pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Excellent suite de programme sur BF1 et bonne reprise de travail demain.